Aujourd'hui, les populations pensent qu'ils s'assurent pour l'assureur. Tout le monde peut souscrire à un contrat d'assurance contre les accidents. Chaque Ivoirien, chaque Africain, j'allais dire, doit l'avoir. Et moi, j'estime que ça fait partie des assurances que l'État doit rendre obligatoires. Notre cheval de bataille à nous, c'est d'être véritablement le vrai visage de l'assurance. J'en profite pour lancer un message à la jeunesse. C'est très important, oui. Venez à NCA. Nous, on va faire de vous des jeunes entrepreneurs en assurance. Ça peut aller très, très fort. Mon challenge aujourd'hui, c'est de devenir numéro 1 du marché. Au cours du premier semestre déjà 2025, on a déjà payé près de 6 milliards de sinistres. Magloire Dochamou, directeur général de NCA Assurance Côte d'Ivoire. Je suis dans Dynamic Cash et c'est parti. Hello, pour ce nouvel épisode donc de votre capsule Business Dynamic Cash, on va parler d'assurance, d'anticipation, de digitalisation et de proximité client. Et pour ce faire, je reçois Monsieur Magloire Dochamou, directeur général de NCA Assurance Côte d'Ivoire, à la tête d'une institution nationale et sous-régionale qui fait d'ailleurs ses 30 ans d'existence. Bonjour Magloire. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très très bien. Alors, très simplement, on va démarrer par de l'éducation. Pour quelqu'un qui ne connaît rien donc à l'assurance, à quoi ça sert et pourquoi c'est crucial? Merci Edith. En tout cas, je te remercie de me donner cette opportunité-là pour donner un peu plus d'informations aux populations par rapport à cette matière qui est plutôt complexe. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de s'assurer? L'assurance, c'est un outil de protection, tout simplement. Mmh. C'est un outil de protection. Il faut voir ça tout simplement comme un outil de protection. Protection de l'individu en tant que personne physique, protection des biens de l'individu. C'est tout. C'est-à-dire que nous sommes des individus, on est sujets à des accidents, on est sujets à perdre nos biens dans un incendie, à l'issue d'un vol. Notre rôle à nous en tant qu'assureurs, c'est de se dire que on a fait tellement d'efforts pour acquérir ces biens, on a fait tellement de sacrifices, on est tellement important pour nos familles, pour nos entreprises, pour notre environnement que ce serait dommage que la réalisation donc de ces risques-là crée donc des désordres dans la suite, dans la famille et tout ça. Donc voilà pourquoi l'assurance elle est importante. Voilà en fait ce à quoi sert un assureur. Et pourquoi selon toi l'assurance reste encore très peu utilisée en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, malgré tous les avantages que tu viens de citer? Alors, du haut de mes 20 ans, presque 22 ans d'expérience professionnelle maintenant dans le secteur de l'assurance, je pense que c'est une problématique qui est beaucoup plus globale. Ok. Je pense que c'est beaucoup plus global. J'ai la conviction que l'écosystème composé à la fois de l'État, des assureurs, des populations, des leaders d'opinion comme toi, des activistes. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à fédérer cet écosystème-là pour donner le discours qu'il faut afin de permettre à chacun de comprendre quel est son intérêt au développement du secteur d'assurance. En fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé à cette conclusion-là parce que nous, quand moi je parle de mes 22 ans, on a des devanciers. Le président Jean Coucou Diagou, ils sont nos devanciers. Ils parlaient déjà de l'assurance. Et malheureusement, des années après, on se retrouve à aborder les mêmes problématiques. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on doit faire. En tout cas, il faut essayer de faire les choses différemment. Et c'est bien pour essayer de faire les choses différemment que nous te recevons, en tout cas, que tu nous reçois ce jour, pour nous aider à porter la voix, à porter le message à l'endroit donc des populations. Je vais peut-être aborder un terme un peu tabou. Est-ce que c'est pas parce que finalement c'est culturel, parce que plus de 20 ans après dans le domaine des assurances et de savoir que les populations ont encore des réticences à payer pour se protéger, est-ce que finalement c'est pas un peu culturel? On n'est pas dans l'instantané, dans le présent. On ne se projette pas. Ça a pu être assimilé à cela. Tu sais, aujourd'hui, pour justifier ce pourquoi les populations ne s'assurent pas, on parle des moyens financiers, on parle de la culture, on parle même du défaut des assureurs, parce que pour ceux qui étaient assurés par le passé, ils estiment que les assureurs n'ont pas été prompts
dans le respect de leurs engagements. Oui. Mais tu sais, moi, en tant qu'assureur, j'aime dire que c'est peut-être cru, hein, mais si les populations continuent à ne pas s'assurer, la situation actuelle va se dégrader davantage. Okay. C'est-à-dire que s'ils ne s'assurent pas, les assureurs ne deviendront pas plus efficaces. Oui. Donc, la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de travailler pour que les populations s'assurent plus. Parce que le mécanisme de l'assurance, c'est un mécanisme qui est simple. C'est la solidarité à l'africaine que nous avons retranscrit. Oui. On dit, beaucoup de gens sont exposés à des risques. Ils décident de confier la prise en charge de ces risques-là à un assureur qui, lui, utilise l'argent qu'il a collecté auprès donc des millions, des milliers de gens pour venir en aide à l'un d'entre nous le jour où il aura un accident. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un écart très important entre la prime que l'individu paye pour solliciter l'assureur et le sinistre. Oui. Tu vois, tu as quelqu'un qui va assurer sa voiture, par exemple, à 100 000, mais le jour où il va avoir son accident va coûter 500 000, 1 million. Oui. Il faut que les gens se demandent où est-ce que les assureurs trouvent l'argent parce qu'on a pris 100 000, on est capable de payer 500 000. C'est pas de la magie. Oui. On doit bien trouver l'argent quelque part. On le trouve parce que on ne souscrit pas à une seule assurance. On le trouve parce qu'on va avoir des millions de gens qui vont se payer 100 000 francs plusieurs fois, qui vont le répéter chaque année. Et on le trouve parce que parmi ces millions de gens, ils ne seront pas tous accidentés au même moment. Exactement. Donc, c'est la conjonction de ces événements-là qui va aider les assureurs à pouvoir être prompts. En conséquence, si on a très peu de gens qui s'assurent, on aura collecté très peu de 100 000 francs, dans l'exemple de tout à l'heure. Et si on a très peu de 100 000 francs, l'assureur va se retrouver à devoir payer des 500 000 francs, même le peu de fois. Oui. Mais les 100 000 francs ne couvriront jamais les 500 000. Donc, c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, si tu veux, on est à la croisée des chemins. Nous, on pense qu'on est à la croisée des chemins. Il faut forcément qu'on arrive à nouer un genre de nouveau pacte avec les populations, avec les leaders d'opinion. Il faut qu'on redémarre les choses. Il faut qu'on se refasse confiance et qu'on se dise que peut-être qu'il y a eu mal donne par le passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se remet ensemble, on fixe c'est-à-dire ce que chacun a fait, on se met au boulot, on se donne un temps, 10 ans, 5 ans, et on fait le point après. Comme ça se passe dans tous les secteurs. Quand on veut développer le riz, on met en place un plan de développement de riz. Oui. Quand on veut développer la microfinance, on met en place un plan. Tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place un plan et puis on suit. Oui. J'ai bien aimé le fait que tu dises renouer donc un pacte donc avec tous les acteurs et surtout ressusciter une confiance beaucoup plus accrue entre les différents acteurs donc Exactement. De cette chaîne. C'est important parce que sans projection, tous les efforts qui auront été consentis auront été malheureusement, on parle de solidarité. Exactement. Et la solidarité, ça passe par tout le monde. Exactement. Par tous ceux qui constituent la population. Exactement. Et puis, pour compléter ce que tu dis, tu vois, dans la création de cet écosystème, on arrivera à expliquer aux populations pourquoi elles doivent s'assurer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les populations pensent qu'ils s'assurent pour l'assureur. Oui, c'est ça, dans l'entendement des populations. Voilà. Ils se disent, ils donnent de l'argent à l'assureur et l'assureur s'enrichit. Exactement. Il faut changer ce discours-là. Il faut changer cette perception, j'allais dire. Il faut que la population, la bonne dame de fin fond d'un village comprenne que en s'assurant, il est en train de contribuer peut-être à ce que l'eau potable qui était inexistante dans sa zone arrive. Oui. Que la route qui vient vers chez elle, parce qu'elle n'était pas bitumée avant, parce qu'elle s'assurera, l'État pourra avoir les moyens de le faire parce que on aura créé un écosystème qui va générer beaucoup d'épargne parce que nous, on est des collecteurs d'épargne. Oui. Si beaucoup de gens payent, l'État va pouvoir avoir de la ressource également pour pouvoir mettre en œuvre. Donc, il faut qu'on change cette perception pour que les individus voient que on s'assure, c'est vrai, pour se protéger, pour protéger ses biens, pour protéger un ensemble de choses. Mais il y a un autre volet, celui de mettre à disposition donc des assureurs de l'épargne que les assureurs, à leur tour, mettront à la disposition de nos États pour financer les infrastructures et tous les projets de développement. Et au passage,
ça permettra à nos États aussi de réduire leur dépendance à tout ce qui est financement extérieur. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que tout le monde recommande, que nos États réduisent leur dépendance au financement extérieur. Exactement. On a de l'épargne c'est-à-dire en interne. Et s'il y a plus de confiance, plus de confiance au système, il y aura plus d'épargne et donc plus de mobilisation de fonds intérieurs, d'épargne intérieure, par exemple. Exactement. Avant de continuer, est-ce que tu penses que les acteurs donc de la finance qui étaient sujets à ce manque de confiance des populations, par exemple, surtout au paiement des sinistres qui prenaient beaucoup de temps, au manque de communication donc avec les acteurs de l'assurance, est-ce que tu penses que les choses se sont améliorées pour les populations et pour les acteurs de la finance? Il y a beaucoup plus de communication, de proximité et les sinistres sont payés en temps. Non, les choses se sont... Le sens de mon propos, ce n'est pas que les choses ne se sont pas améliorées. Les choses se sont beaucoup améliorées. On est parti des délais. Avant, les gens pouvaient mettre 1 an, 2 ans pour payer des sinistres. Aujourd'hui, les délais sont moins longs. C'est vrai que c'est moins long, mais on peut encore s'améliorer. Oui. Mais le sens de mon propos, c'est que on peut s'améliorer, mais il faut jamais oublier ce qui permettra d'améliorer tout ça. Le nerf de la guerre, c'est la collecte de la prime. Tant qu'on ne trouvera pas le moyen de régler ce problème, de l'adresser de façon efficace, les assureurs font beaucoup d'efforts. Ce n'est pas, je suis très mal placé pour le dire, mais les assureurs font beaucoup d'efforts. Il y en a parmi nous, le groupe NCA, on est à cheval sur des standards, on a des règles internes. En fait, notre président a mis beaucoup d'énergie à mettre en place ce groupe et on a des standards. Donc, on ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, mais en retour, on a besoin de plus de confiance donc des populations qui souscrivent davantage. Et aujourd'hui, notre cheval de bataille à nous, c'est d'être véritablement le vrai visage de l'assurance. Et en fait, aujourd'hui, la signature du NCA n'a jamais autant porté son nom, être le vrai visage de l'assurance. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les produits d'assurance, selon toi, qui sont les plus essentiels pour un salarié, un commerçant ou un indépendant? Vu comme ça, faut pas que je fasse une réponse globale, parce que les types d'assurance sont fonction également de l'activité. Ok. Un commerçant ne va pas avoir les mêmes assurances qu'un salarié, et ainsi de suite. Alors, mais pour peut-être aller dans le sens, j'essaie un peu de deviner un peu la question que tu me posais, c'est de dire que quel est le minimum, c'est-à-dire quelles sont les assurances, vraiment quelles sont les voilà. Je te dirais que si quelqu'un a une voiture, faut qu'il assure. Si quelqu'un a une moto, faut qu'il assure. Je proposerais une assurance contre les accidents. Parce que tu sais, que tu rentres dans un bacar, que tu sois assis chez toi à la maison, que tu ailles au champ, que tu ailles à l'école, on est tous sujets à un risque d'accident. Tout le monde peut souscrire à un contrat d'assurance contre les accidents. Ok. Des fois, qui n'a rien à voir avec l'assurance maladie. Qui n'a rien à voir avec l'assurance maladie. Ah, ok. Tu prends place dans un taxi, tu as ton assurance contre les accidents. Le jour où tu auras un accident, ton assureur va t'indemniser. Okay. Il n'attendra pas que on dise que oui, la voiture est passée ici, c'est allé là-bas. C'est une assurance contre les accidents. Tout le monde peut le prendre. Les 20 millions, les 30 millions d'Ivoiriens, chacun peut avoir son assurance contre les accidents. Et cette assurance, ça couvre quoi? C'est que en cas d'accident, il peut y avoir en général 4 événements à la suite d'un accident. En fait, l'événement que personne n'a envie d'entendre, le décès. Ouais. Lorsque ça arrive, l'assureur va payer un capital de décès aux ayants droit. Ok. Le deuxième événement, c'est qu'à la suite de l'accident, tu peux être blessé, donc on va prendre en charge les frais médicaux. Le troisième événement, c'est que à la suite de blessure, tu peux y avoir une invalidité, donc on peut dire après que tu es incapable à 10, 20, 30%. On va te payer un capital. Et puis la dernière chose là, qui est la plus intéressante, c'est que tu peux avoir une indemnité journalière. C'est-à-dire que tu es une commerçante ou bien tu es dans l'informel, tu fais un accident qui t'immobilise à la maison, tu peux plus bouger. Avec ton assurance contre les accidents, tu peux avoir une indemnité journalière on peut te payer pendant 6 mois. C'est-à-dire que tu peux mettre dans ton contrat que on doit te payer 2 000 francs par jour, mais 3 000 francs par jour parce que tu penses qu'à la suite d'un accident, ça peut te rendre indisponible. Donc, du coup, tu n'as plus de revenus. Oui. Donc, cette assurance, ça couvre également, tu vois, c'est-à-dire cette perte de revenus que tu peux avoir. Oui. C'est extraordinaire. Et ce type d'assurance-là,
chaque Ivoirien, chaque Africain, j'allais dire, doit l'avoir. Et moi, j'estime que ça fait partie des assurances que l'État doit rendre obligatoires. Oui. C'est très, très affiché. Je pense que c'est une assurance qu'on doit rendre obligatoire. Tout le monde doit l'avoir. En fait, moi, je veux dire, je savais pas qu'il y avait, pour moi, il y a l'assurance maladie, l'assurance automobile, l'assurance vie et tout. Ouais. Mais je connaissais pas l'assurance accident. Voilà. Je me dis, quand j'entends accident, je me dis, c'est peut-être pour les propriétaires de véhicules. Alors que là. Bon, c'est bien, on va faire ton assurance à la fin. Ah, mais oui, mais à la fin de l'épisode direct, hein, moi, je prends mon assurance accident. Voilà. C'est indispensable, en fait. Voilà. Parce que, en plus de l'assurance maladie, par exemple, c'est pour les soins de santé. Exactement. Mais l'assurance accident te couvre de ce genre d'imprévu qui peut t'immobiliser et tout le monde peut le faire. Exactement. Et de plus en plus, les gens sont assis chez eux et puis l'accident vient les trouver. Donc, je prends le cas, par exemple, de, bon, le type d'accident parce que tu peux être à la maison, comme tu dis, il y a une voiture qui vient rentrer dans le portail, par exemple, ce genre de choses. C'est accident de la vie privée. De la vie privée, donc personnelle. Oui. Ok, d'accord. Quand ça te touche, un accident te touche. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Et ça va même loin. Des fois, tu peux être même à la maison, tu glisses, tu as une entorse, l'assurance du accident prend ça en compte. Je prends mon assurance accident. Voilà. Tu vois? Et puis, comme tu parlais donc de produits d'assurance, il y a la multis-habitation. Oui. Tu vois, les gens ont des maisons, propriétaires, locataires. Mais ils ne l'assurent pas. On pense pas à ça, en fait. Alors que ça ne coûte pas cher. Même si tu payes un loyer à 100 000, 200 000, ton assurance va même pas te coûter peut-être 20 000 francs à l'année. À l'année. Ah! Et c'est important de couvrir un bien dans lequel tu as tout ton investissement parce qu'aujourd'hui, que tu sois propriétaire ou locataire, quand tu es chez toi, tu te mets bien, comme on le dit. Tu équipes ta maison, tu as des biens, tu as des choses qui tu fais même des fois des travaux, même quand tu es locataire. Des travaux quand tu es locataire. Mais un matin, on dit, bon, il y a une inondation. Il y a un incendie. Un matin, on dit, il y a un incendie. C'est peut-être quelqu'un qui est au niveau d'une état supérieur qui a fait une bêtise et puis tout part en fumée. Quand tout part en fumée, c'est fini. Et tu n'es pas assuré. Tu n'es pas assuré. Donc, l'assurance contre les accidents, la multi-habitation, l'assurance auto et autres, si tu veux, c'est des assurances, si on doit partir sur des choses essentielles, c'est des choses qu'on doit avoir. Tout Ivoirien, tout Africain doit souscrire à ce type d'assurance-là. C'est indispensable. C'est indispensable. En tout cas, merci pour la découverte. L'assurance accident, franchement, je ne savais pas. Je t'en prie. Et là, je vais souscrire immédiatement. C'est surtout pour moi qui suis maladroite, ça peut m'être très, très, très utile. Merci. Est-ce que tu as une anecdote qui montre concrètement à quel point l'assurance peut changer une vie? Une ou peut-être deux anecdotes. Écoute, dans tout ton parcours. Écoute, on en a plusieurs. Oui. On en a plusieurs. Tu vois, quand je te parle de 20 ans que je suis dans ce métier, on en a beaucoup. Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. On a mis en place de petits produits dans mon ancienne vie. Aujourd'hui, je suis un assureur dommages. Mais dans une ancienne vie, j'étais un assureur vie, c'est-à-dire un assureur qui propose des solutions d'assurance spécifiquement pour les individus, enfin, pour couvrir les décès, les frais funéraires. Ouais. Et un jour, on proposait donc des solutions d'assurance aux particuliers qui obtiennent des crédits et autres. Donc, on a un assuré qui a souscrit une assurance pour les frais funéraires, c'est-à-dire que pour l'aider lorsque son père, sa mère va décéder. Et compte tenu donc justement de la réticence que les gens peuvent avoir à d'autres assurances, j'ai demandé à mes équipes, quand on va avoir la première personne qui va avoir un sinistre, dites-le moi. Et quand on m'a dit, j'ai dit, OK, je vais aller remettre le chèque moi-même. Oui. Je pars. Et on arrive dans le village. Et le monsieur, il a réuni fatalement ses amis, les membres de sa famille. Donc, on est venu. Donc, on devait arriver à 10 heures On est arrivé finalement à 14 heures parce que j'ai quitté très tard le bureau, la route et tout ça. Donc, quand on est arrivé, la première phrase qu'il nous a dit, il disait que lui, il ne pensait même pas qu'on allait venir. Ouais. Que ces gens, les assureurs, là, bon. On connaît votre réputation. On l'a blagué, quoi. On arrive. Et finalement, on fait les discours, on lui remet le chèque. Quand on lui remet le chèque, il regarde le chèque. Il regarde ça.
Il regarde ça, il regarde ça, il regarde ça. Et je demandais à mes collaborateurs, mais pourquoi il regarde le chèque comme ça? Il dit non, qu'il veut s'assurer que le chèque là, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Et puis, le temps qu'on finisse la cérémonie, il nous demande est-ce qu'il peut aller à la banque pour toucher le chèque en même temps. Ah! Il a oublié Parce que jusque-là, il croyait pas. que c'était réel. Il croyait pas que c'était réel. C'est comme si on était venu lui donner quelque chose. De factice. On était là. Uh-huh. Et puis, je lui ai dit, quand aller à la banque. Il est allé et puis il est revenu. Quand il est revenu là, je te dis pas et toute la publicité qu'il nous a faite. Et après ça, on a eu tellement de clients dans la zone, tellement de clients dans la zone. Ouais. On a eu beaucoup de clients. Et celui-là, il a dit qu'il va témoigner. Il nous a dit que pour chaque événement qu'on a envie de faire, où on a besoin d'utiliser quelqu'un pour dire que l'assurance, ça marche, on n'a qu'à l'appeler. Ah oui, il était convaincu. Il était avec nous maintenant. Et ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément beaucoup plus triste, encore plus triste que le premier, c'est un jour quand j'ai remis un chèque de 25 millions à une veuve, elle a pleuré tellement. Et moi aussi, j'ai pas pu m'empêcher à un moment donné de commencer par couler les larmes parce que et quand elle s'est arrêtée, je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous pleurez autant? Elle dit que en fait, elle venait de se rendre compte que son mari a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle savait pas. Elle savait pas. Elle vient de se rendre compte que son mari, en fait, elle demande que son âme repose davantage en paix. Parce que ce qu'elle a maintenant là, on ne peut pas imaginer ce que ça va faire. Il les a protégés, il a pensé à eux. Protégés. Oui, on parle de 25 millions. Ouais. Et la personne dont je te parle, elle nous a dit que ça là, ça a peut-être payé son loyer pendant 5 ans. Ouais. S'il n'y avait pas ça, on pourrait les chasser de la maison. Elle a des enfants déscolarisés. Donc, on a tellement d'exemples qui disent que l'assurance, écoute, c'est formidable. On a trop d'exemples. On dit souvent que l'assurance est chère lorsqu'on est en train de souscrire, mais lorsqu'on en bénéficie, c'est vraiment formidable. C'est formidable. En fait, c'est un outil de protection. Oui. D'anticipation aussi. Voilà. On se protège pour l'avenir. Exactement. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Et puis, on ne souhaite pas que l'événement arrive. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. Et des exemples comme ça, on peut en raconter des tonnes. Oui, c'est fort et c'est poignant et ça montre que c'est concret dans la vie des gens. Exactement. On ne souhaite pas que le malheur arrive, mais quand il arrive, c'est de pouvoir être protégé. C'est ça. Quelle est la part, en tout cas si tu as les chiffres, quelle est la part de la population ivoirienne actuellement assurée et comment toi au sein donc de NCA Assurance, tu comptes élargir cette base? Alors, c'est une bonne question. Hein. Ça me permet peut-être de faire un petit distinguo. Tu vois, aujourd'hui, le seul outil de mesure donc de la souscription sur le plan mondial, en tout cas en zone CIMA, c'est ce que nous appelons le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est quoi? C'est le rapport entre l'ensemble des primes collectées par les assureurs sur le PIB d'un pays. Okay. Et en général, je suis sûr que tu as dû entendre ce terme-là déjà au moins une fois. En Afrique, en zone CIMA, le taux de pénétration est de moins de 2%. Oui. 1,5-2%. Dans certains pays, ça se rapproche de 2%. Ailleurs, même, c'est moins d'1%. Des fois, c'était 1,4%. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est le seul critère qu'on a pour mesurer on va dire le niveau de souscription. Mais nous, de plus en plus, on estime que ce taux n'est pas très parlant. Parce que tu vois, dans les primes collectées par les assureurs, il y a les primes des entreprises étatiques, il y a les primes des grandes entreprises. Bon, à la limite, un DG d'une grande entreprise, s'il ne souscrit pas à un contrat d'assurance, bon, c'est une faute de gestion, on va le renvoyer. Oui. Donc, quand tu enlèves toutes ces primes-là des grandes entreprises et autres, à la fin, nous, on n'a pas d'éléments pratiques, mais on est capable de te dire qu'en réalité, les particuliers qui s'assurent, en fait, c'est pas des tonnes.
On a un gros défi à ce C'est encore plus faible. Je peux te dire même que si on enlevait les primes des États, des étatiques, des grosses sociétés, peut-être on serait à 0,00 même. Wow. C'est pour te dire qu'on a le potentiel qu'on a, on a du potentiel, on a tellement de choses à faire que. Même déjà, même arrivé à 5%. Waouh, c'est énorme. C'est ça. Donc, tu vois, c'est le chemin qui nous reste à parcourir. Et en fait, dans le monde, les États-Unis, les gens sont à 10% de taux de pénétration. Les gens sont à 9%, tu vois. Et on comprend mieux pourquoi c'est chez eux qu'on a de la liquidité pour venir ici. Parce que les gens pensent qu'en réalité, quand on s'en va prendre l'argent ailleurs, on pense que c'est parce que les gens fabriquent oui, ils impriment. Non! Ils impriment les billets. Non, ils n'impriment pas les billets. La plupart des fonds qui viennent à descendre l'Afrique, c'est des fonds de pension. C'est les primes que les gens prennent chez les assureurs parce que les assureurs sont de gros déposants en Occident. Pourquoi ils sont de gros déposants? Parce que là-bas, bon, toi, tu voyages souvent. Là-bas, tu n'as même pas de choix d'assurer ta maison. Oui, tu ne peux même pas. C'est presque obligatoire. C'est obligatoire. Pour avoir une maison, un travail. Ici, c'est pas obligatoire. Ouais. Donc, quand tu as pris une population composée de 100 millions de personnes, 75 millions, et que tout le monde paye son assurance, mutuelle habitation, mutuelle de ceci, individuel accident, à un moment donné, tu as beaucoup d'argent. Oui. Tu sais plus quoi en faire. Tu as de la liquidité en profusion. Et tu comprends mieux pourquoi là-bas, les crédits sont à des taux zéro, parce on ne se presse pas. Ouais. On ne se presse pas. Il faut qu'on arrive à ça aussi ici. Et pour y arriver, le seul chemin, c'est qu'on aide les populations à comprendre pourquoi il faut s'assurer, pour permettre aux assureurs de jouer leur rôle. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que chacun joue son rôle. Ouais. C'est toute la problématique. Alors, on a une population à majorité jeune, près de 70% environ, selon les chiffres. Est-ce que, selon toi, la jeunesse ivoirienne perçoit mieux l'intérêt de l'assurance que les générations précédentes? Écoute, je pense qu'ils perçoivent mieux. Il y a quand même de l'amélioration. Mais moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement connectée que il nous appartient, nous, en tant qu'assureurs, et tout l'écosystème, je reviens vraiment sur l'écosystème, à faire ce qu'il faut pour que on puisse les toucher. On puisse les toucher. Et j'assistais à un forum la dernière fois où on avait beaucoup de jeunes tout le monde disait oui, j'ai un projet, comment on peut faire pour avoir des financements, c'est compliqué, les banquiers ne donnent pas si. Puis j'ai pris la parole, je leur ai dit, mais écoutez, moi je suis assureur. Vous n'avez pas besoin de financement pour venir travailler chez nous. Ouais. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir, on va vous former quelques jours, on vous met sur le terrain. Parce que nos parents qui sont dans les hameaux ont besoin de comprendre ce que c'est que l'assurance. Mais si vous venez, nous on vous forme, vous allez partir là-bas, leur expliquer ce que c'est que l'assurance. Et sur le chemin, vous allez gagner de l'argent, ça va vous sortir de la précarité, vous allez devenir des entrepreneurs. Donc, j'en profite pour lancer un message à la jeunesse. C'est très important, oui. Pour leur dire, venez à NCA. Nous, on va faire de vous des jeunes entrepreneurs en assurance. Très bien. Et ça peut aller très, très fort. Très, très fort. Donc, formation, accompagnement. Et création d'entreprise. Tout. Vous pouvez les aider. Tout. On peut les aider. On a besoin simplement que les gens soient volontaires et déterminés. Et qu'ils aient envie d'apprendre. Et qui n'ait pas envie de gagner l'argent facilement. Facilement. Trop rapidement. En faisant des erreurs. Exactement. Voilà. Le message est lancé. Voilà. Donc, cet appel, il est ouvert. Vous pouvez vous rapprocher donc de NCA Assurance. Voilà. Si vous voulez créer votre entreprise dans ce domaine. Voilà. Très bien. On a parlé de jeunesse. Quand on dit jeunesse, on parle d'agilité, de flexibilité, mais on parle également de digital. Est-ce que selon toi, le digital en ce moment change la donne dans le domaine de l'assurance? Et puis, dans ce cas, où est-ce que NCA se positionne par rapport au digital? Alors, tu sais, Edith, je fais partie de ces assureurs qui pensent que le digital, c'est une modalité. C'est une modalité. C'est pas ça qui va faire développer l'assurance. Et donc, restant dans ce schéma, je dis que le digital peut favoriser le développement du secteur d'assurance. Favoriser comment? Lorsqu'on est arrivé à montrer à la bonne dame de X ou de Y qu'il faut souscrire à l'assurance contre les accidents,
On va pas lui demander de quitter son village pour venir à Abidjan pour s'assurer. Bien sûr. Il faut lui donner un outil facile pour dire, tu restes chez toi, tu tapes ceci, tu fais ceci, tu vas avoir. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, mais, ça veut dire qu'il faut faire un travail d'abord. Oui. Il faut lui dire à quoi correspond le produit. Il faut que la population comprenne là où ce qu'il doit prendre comme solution d'assurance d'abord avant d'aller au digital qui est un moyen. Un moyen. Voilà. Pour moi, ce n'est pas, tu sais, les assureurs font genre digitalisation, on fait beaucoup. C'est la vieille école? Non, je ne dirais pas que c'est la vieille école. Mais pour moi, c'est un élément du processus. Ça ne peut pas être la finalité. Ouais. Le début du processus, il faut le réussir d'abord. Il faut faire en sorte que les gens comprennent qu'il faut s'assurer. Et après, on leur dira, OK, parce qu'on vous a dit que vous êtes convaincu maintenant qu'il faut s'assurer, on vous facilite la tâche. Exactement. Donc, pour moi, le digital, c'est un outil de facilitation. Ça ne peut pas être un outil où on dit, bon, tout va aller par là. Faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Nous, à NCA, on a compris ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la sensibilisation. On crée des produits, on va vers les populations pour leur expliquer à quoi ça sert. Et à côté, on est en train de mettre des outils pour leur faciliter donc la souscription des solutions d'assurance. Et ça, c'est surtout faciliter la souscription, Exactement. la collecte, Exactement. et puis l'accès à l'information. Exactement. Est-ce qu'on peut s'assurer donc via mobile aujourd'hui, et est-ce qu'on peut gérer un sinistre sans aller en agence? Alors, aujourd'hui, nous avons des outils que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je crois que ça fait partie des éléments que nous allons annoncer bientôt, où nos clients pourront souscrire à des produits d'assurance étant chez eux. Okay. Ça se fait déjà avec des assurances automobiles. Aujourd'hui, l'assurance automobile est digitalisée. Oui. On n'a pas besoin forcément de se rendre, de faire des kilomètres pour pouvoir avoir l'assurance. Mais on veut aller loin en mettant en place des outils pour leur permettre donc d'avoir des petites solutions et autres. Secondo, on va lancer bientôt également notre outil qui va permettre aux clients de pouvoir, après un accident, déclarer leur sinistre en ligne, suivre comment le dossier évolue. Okay. Et même lorsque c'est bon, on va les payer par des canaux qu'ils auront indiqués pour éviter que ces gens-là viennent ici. Donc, on est dans un processus, mais pour nous, tu vois, comme je le disais, on ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs. Notre objectif, c'est de travailler davantage à ce que les gens comprennent ce on est en train de faire. Et deuxièmement, on va mettre maintenant les outils qu'il faut à leur disposition pour faciliter leur compréhension. Donc, tout ce qui est mobile money, si le client veut se faire payer par l'un de ses moyens, ça prime. C'est déjà le cas aujourd'hui. Un sinistre, il peut le faire. C'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, à NCA Autocash, tous les sinistres de moins de 250 000, on le paye directement via mobile money. Très bien. On n'attend plus. Voilà. Les commissions de nos partenaires, les apporteurs, comme je disais tout à l'heure, c'est lorsque quelqu'un est apporteur d'affaires chez nous, quand il a une commission de 50 000, 100 000, on le paye directement via les moyens de paiement. Donc, on est déjà dedans. C'est instantané. Voilà, vous avez déjà le pied dans la digitalisation. Exactement. Quelle est selon toi la prochaine révolution que le secteur attend ou qui est prévue dans ce secteur et qui va, on va dire, propulser encore plus les chiffres, qui peut propulser les chiffres? La prochaine révolution, je vais peut-être étonner, ce sera une victoire collective. Ça ne sera pas la victoire d'un clan contre un autre. Ça ne sera pas les assurés d'un côté, les assureurs de l'autre. Ce sera une victoire collective. Ce sera une victoire de nos États. Ce sera une victoire de nos nations. Parce que on aurait réussi à mettre en place des mécanismes qui nous permettent de passer de 2% à 5%. Et quand on y arrivera, tout le monde sera content. Les populations vont pouvoir être fiers donc de leurs assureurs parce que on aura collecté le maximum de primes et on n'aura plus de raison de traîner sur le paiement des sinistres. L'État aura à disposition le maximum de liquidités pour l'aider à financer ces travaux. Tout le monde sera content. Et la bonne nouvelle, ça peut même agir sur le coût du crédit. Oui. Parce que si tu as beaucoup de liquidités, naturellement, tu ne peux plus offrir donc le taux de crédit à un taux très élevé. Donc, la prochaine révolution, selon moi, c'est comment l'écosystème arrive à s'entendre.
c'est la mise en place d'un plan Marshall. La prochaine révolution, c'est mettre en place un plan pour dire, à l'horizon 10 ans, on part d'un point A, on veut arriver à un point B, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, on a une vue globale. Si on le fait, on va avoir un certain assurance fort, on va avoir des États qui ont un levier de mobilisation interne beaucoup plus important. Exactement. On va avoir des populations qui seront fières d'avoir des assureurs. Parce que comme j'aime le dire, un mauvais assuré ne peut pas avoir un bon assureur. Oui. Et pour moi, c'est comme un mauvais individu ne peut pas venir faire des reproches à un assureur. Aujourd'hui, on est dans un schéma où des gens qui ne s'assurent pas profitent de ceux qui s'assurent. Oui. Je sais pas si tu comprends. Oui. Il y a des gens qui ne s'assurent pas, qui profitent de ceux qui s'assurent. Donc, le système est déjà déséquilibré. On te dirait de quelle manière ils profitent? J'ai un monsieur qui a une voiture, qui assure sa voiture. Un autre qui a une voiture, qui n'assure pas sa voiture, qui roule avec. Quand ils vont faire un accident, l'assurance de l'autre va le couvrir. Bien sûr. Mais si lui, il cause des dommages à autrui, il n'a pas d'assurance. Oui. Il va pas le couvrir. Mais parce qu'il n'a pas souscrit à un contrat d'assurance, il n'a pas permis à un assureur de collecter de la prime. Donc cet assureur-là, ou bien cet individu, va fausser toute la chaîne parce que il casse un maillon de la chaîne. Je sais pas si tu vois ça. Il fragilise, en fait. Il fragilise la chaîne. Le système, la personne qui l'a touché. Exactement. Tu as parlé de plan Marshall. Un plan Marshall, ça demande de la réflexion. Ça demande de la coordination. Et ça demande que, on va dire, les États, les acteurs de l'assurance se mettent ensemble pour réfléchir sur 5-10 ans à ce qu'il faut faire. C'est ça. Est-ce que, en Afrique de l'Ouest, cette réflexion, elle est déjà en cours? Non, c'est bien pour ça que j'en parle. Je pense que, tu sais, je te dirais même, si tu me permets, est-ce qu'il y a une coopération entre tous les pays de la sous-région dans le domaine de l'assurance pour... Il y a une coopération. De toute façon, il y a une coopération. Il y a des actions qui se font certainement dans chaque pays. Oui. Mais le constat est que on a du mal. On a du mal. Donc, mon propos ici, c'est de dire que lorsqu'on est en train de faire quelque chose, que ça ne donne pas les résultats, en tout cas escomptés, oui. la moindre chose qu'on puisse faire, c'est au moins de changer de façon de faire. C'est le sens du plan Marshall. Ma démarche, c'est de dire, bon, on a fait quelque chose pendant 30 ans, 40 ans, voici où on est arrivé. Bon. La prochaine étape, on fait comment? Est-ce qu'on continue de faire exactement comme avant? Ou bien on se donne les moyens de changer quelque chose pour espérer un autre résultat, qui ne sera jamais, de toutes les façons, ce qu'on a eu par le passé. En fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est une invitation à ce que tout le monde s'asseigne. Que les populations elles-mêmes viennent dire c'est quoi leur ressenti. Oui. On leur explique, bon, si vous faites ça, qu'est-ce que ça va régler? Que les politiques, les leaders d'opinion, les ceci, les cela, que tout le monde s'asseigne. Et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on doit passer de 2 à 5%. Oui. Si on passe à 5%, qu'est-ce que ça va faire pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Exactement. C'est comme une équipe qui va à une Coupe du Monde. Avant de partir, on dit que quand vous revenez le trophée, chacun a 20 millions. Quand on dit ça, les joueurs, là, quand ils jouent sur le terrain, toi-même, tu sens qu'ils jouent pas de la même manière. Ils jouent pour les 20 millions. C'est un très bel exemple. Je pense que c'est un travail essentiel qui doit être mené et c'est surtout travailler à ce que cette solidarité soit effective. C'est ça. Et que tout le monde participe à ce que cette solidarité soit solide, qu'elle ne soit pas fragile. Exactement. Parce qu'au final, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne maîtrise pas l'avenir. C'est ça. On ne se protège pas pour l'avenir, on ne maîtrise pas l'avenir. C'est ça. Et il faut le faire. C'est ça. Et nous à NCA, vraiment, on est vraiment dans cette dynamique-là. On est disposé à apporter notre contribution. On a l'avantage d'être un acteur qui est présent dans beaucoup de pays à travers l'Afrique. Ça veut dire que ce que je dis, mon collègue du Togo, du Bénin, du Sénégal, on est dans la même dynamique. Oui. Cette dynamique de dire que on a quelque chose à faire, on a de l'expérience. C'est quand même, on est des enfants, des disciples donc du président Diagou qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves. Il nous a enseigné cela. Donc, on est capable d'apporter une solution. On est capable de contribuer à la réflexion. Oui. Et cette réflexion-là, elle profitera à tout le monde. Voilà. Tu es aujourd'hui à la tête donc de NCA Assurance Côte d'Ivoire. Si on revient
quelques années en arrière, à quoi rêvait le jeune Magloire de Chamou? C'est une belle question, ça me fait sourire parce que tu sais, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir footballeur. Ok. Ah, d'où l'exemple de, de la Coupe du Monde. Je voulais devenir footballeur, Uh-huh. mais à un moment donné, j'ai dû faire rapidement mon choix parce que, comme on dit, on ne dut pas d'un mauvais rêve. Mhm. À un moment donné, j'ai compris que euh, la façon dont le football était organisé, c'était géré, bon, je ne voyais pas si tu veux, D'avenir. de perspective, Ouais, de parce que perspective. je voyais bien que c'était pas très organisé, très structuré. Et je voyais bien mes autres camarades qui avaient laissé carrément l'école et se dit que moi je veux être footballeur. Professionnel. Je voyais bien comment ils s'en sortaient. Donc, à un moment donné, C'était à quel âge comme ça? alors, je devais avoir, quoi, 17, 18 ans. Ok. Et je t'assure que je fus un bon joueur. Ah, je ne peux pas en douter. Je n'ai pas de ballon ici, mais je ne peux pas en douter. Je fus un bon joueur. J'ai même joué dans les équipes nationales et tout ça. Donc, Ah. pour revenir, donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, il faut que je switch. Donc, j'ai décidé de passer un concours d'entrée à l'Institut des assurances. J'étais en sciences économiques à l'université quand j'ai décidé là aussi de quitter l'enseignement général, si tu veux, un cursus très général. Ouais. Je devais devenir, avoir un DEA en économie, des choses comme ça. Mais très rapidement, j'ai switché. Pourquoi le choix de l'assurance alors que tu es en sciences économiques? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? C'est le jour des anecdotes. Tu sais, j'avais un oncle dans le temps qui venait à la maison. Et quand il venait à la maison, il était toujours soigné. Belle cravate, chemise, vraiment. Et quand il passait là, il pouvait... Un tonton chic. Un tonton vraiment chic. Donc, un jour, j'ai dit à mon père, mais le tonton là, il fait quel travail? Je devais être en terminale. Il me dit non, qu'il fait assurance. Il dit, c'est quoi assurance? On dit, ah, il faut aller le voir. Donc, je m'en vais chez lui au bureau, je le vois, il m'explique. Et puis, ok, il dit, quand je vais avoir le bac, je vais faire l'école d'assurance là. Et j'ai le bac, je m'en vais me renseigner à l'école d'assurance. On dit qu'ils ont fait le test l'année d'avant. Ah. Je peux pas faire. Et le test l'année d'avant, c'est une école qui est sur le plan national. Ok. Donc, il ne fallait pas partir quelque part. Donc, on me dit, pour faire le test maintenant, si je veux devenir assureur, il faut que je fasse un test à l'international. Ok. Donc, ok. Donc, je vais à l'université. Je commence sciences économiques, première année, deuxième année. J'arrive en troisième année. Je suis quasiment en quatrième année quand le test vient. Je passe le concours. C'est un concours, c'est l'IA, l'Institut international des assurances, qui a formé la plupart des cadres des assureurs en Afrique. Ok. Voilà. Donc, on n'y entre pas concours. Donc, j'ai fait le test. J'étais quasiment le seul Béninois à réussir. Non, j'étais... À participer dans le concours. J'étais sur 200, 300 personnes qui ont compéti. J'ai été le seul à être pris pour le Bénin. Okay. Parce que chaque pays envoie des étudiants en fonction de la taille du marché. Ok, d'accord. Nous, on avait droit à une place, donc j'étais le seul. Ok. On parlait des années 2000. Ouais. C'est comme ça que je m'en vais à l'IA et puis j'en suis ressorti après en 2004. Et c'est comme ça mon aventure dans les... Donc, il y a eu cette volonté-là de ressembler à mon oncle. Bon, aujourd'hui, je ne le regrette pas en tout cas. Aujourd'hui, je sais pas si ton oncle, il a pu te voir progresser. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il pense de toi aujourd'hui? Écoute, il est très fier. Et pour la petite anecdote, quand j'écrivais mon second ouvrage, parce que à mes heures... Oui, tu as écrivain, il est écrivain. Voilà, à mes heures perdues, j'ai écrit déjà 2 ouvrages. Ok. Et le second ouvrage, c'était lui qui était il a fait la préface. C'est lui qui est venu, si tu veux, être là à la place de mon père, parce que mon père, malheureusement, il nous a quittés. Mais c'est vraiment lui qui était là. Il était, je sentais beaucoup de fierté dans son regard. Et il était très content. Et d'où il est, je ne sais pas si il écoutait cette émission, c'est Monsieur Félix Adimi. On le salue. Je le salue et je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour moi. Votre neveu, aujourd'hui, est un tonton chic. J'essaye d'être comme lui. Est-ce que ta formation à Bomé-Calavi, parce que tu allais aussi à Yaoundé. Exactement. Et à Abidjan notamment, est-ce que ta formation dans ces différentes capitales ont façonné ton approche actuelle du métier? Bien sûr.
Bien sûr. Tu sais, j'ai une formation d'économiste, donc très, très orientée vers tout ce qui est structuration. J'aime bien que les choses soient ordonnées. Voilà. Donc, tu es perfectionniste. Je suis perfectionniste. Et ça, c'était tout ce que j'ai fait à Cotonou. Mais la chance que j'ai eue, c'est de sortir du pays quand même. Oui. Il faut quand même avouer que le fait d'être sorti du pays m'a ouvert l'esprit. Ça m'a permis donc d'embrasser d'autres cultures. Et ça a forgé cette qualité-là que j'ai aujourd'hui de quelqu'un qui fonce, qui a, j'ai toujours envie d'être le premier dans tout ce que je fais. Ouais. Voilà. Et ça entraîne tout le monde. Je sais que ça demande beaucoup d'exigences. Je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même, mon épouse, les enfants. J'aime que les choses soient faites avec beaucoup de diligence. Ouais, voilà. Donc ça a forcément façonné donc là, j'ai fait mon master en finance ici à Abidjan. Okay. Là, je suis en train de suivre un cycle doctoral. J'ai été honoris causa, mais derrière l'honoris causa, je suis en formation pour avoir le vrai titre de docteur. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Je pense soutenir dans quelques mois. Mais on sait que ça va très bien se passer. Mais je l'espère. Et félicitations en avance, parce que c'est la prévoyance. Merci. Merci. Tu as occupé des postes clés au Bénin, au Togo et maintenant en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cette mobilité régionale t'a appris sur le management en Afrique? Écoute, on découvre beaucoup d'environnement. On découvre que les peuples, en tout cas dans leur façon d'appréhender le management, fonctionnent différemment. Oui. Et on a surtout la capacité donc de pouvoir utiliser ce qu'on a appris dans chaque environnement. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire depuis environ 2 ans, en tout cas à la tête de NC Assurance Côte d'Ivoire. Je vois bien que tout ce que j'ai appris par ailleurs m'aide aujourd'hui à diriger cette entreprise depuis 2 ans. Voilà. Comment tu décrirais ton style de management? Centralisé, collaboratif, tu es terrain, ou bien est-ce que tu es très exigeant? Je suis très exigeant. Vraiment, je suis très exigeant. Lorsqu'on me dit qu'on a fait quelque chose et qu'on l'a pas sous la main, je suis capable de te dire d'aller amener ça. Ouais. Je suis capable de le faire parce que pour moi, j'ai une phrase que je dis souvent. J'aime dire que le succès est programmatique. Pour moi, je suis croyant, je suis vraiment croyant, catholique, très fervent, je prie beaucoup. Et je crois que Dieu a sa main sur chacun de nous, en tout cas le Dieu que chacun prie, le guide, en tout cas le protège. Mais après ça, je suis convaincu que Dieu ne descendra pas faire le job à notre place, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on travaille. Aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Donc, je suis quelqu'un de très, très rigoureux. Je le suis d'abord avec moi-même. Et bon, si je l'applique à moi-même, c'est pas mes proches qui vont faire autre chose, quoi. Ouais. Mais je suis très terrain aussi. Ok. Alors, vraiment, tu es au contact. Ça, franchement, je passe très peu de temps au bureau. Ok. Je vais partout. Je vais partout. Je tombe ma veste. D'ailleurs, si on pouvait s'en débarrasser, j'allais le faire, mais bon, on a des rendez-vous qui nous obligent pour la représentation. Mais je suis quelqu'un de terrain. Donc, je suis quelqu'un d'ouvert aussi. Et je pense que je suis pas un DG comme tous les autres. Parce que j'ai été DG très jeune. Okay. À quel âge? J'avais 29, 30 ans quand je suis devenu DG. Donc, j'ai appris très tôt à diriger des gens de plus âgés que moi. Donc, ça t'oblige à te ramener à un certain niveau. Il faut savoir parler aux gens, les susceptibilités. Bon, vraiment, je suis très ouvert. J'aime la discussion. J'aime beaucoup la discussion. Voilà. J'aime le débat d'idées. Qu'on propose. Voilà. Ici à NCA, c'est arrivé plusieurs fois que, sur des réunions, c'est ce que mes collaborateurs ont proposé. C'est avec ça qu'on marche. Voilà. Je n'aime pas les gens qui sont timorés. Voilà. Il faut avoir la force de cette conviction, de ces idées. Il faut l'expliquer. Il faut les défendre. Il faut les défendre. Et je suis très, très, très proche de mes collaborateurs aussi. Voilà. Je fais tout. Je fais tout avec eux. Ouais. Quel est ton plus grand défi en tant que DG aujourd'hui et surtout ta plus grande fierté après quasiment 2 ans donc à la tête de ce grand groupe? Écoute, j'en profite pour vraiment dire toute ma reconnaissance à la famille Diago, notamment au président et à ces 2 filles
DG Janine et DG Dominique Diago, qui m'ont fait confiance. Depuis déjà 2019. Oui. Et qui ont trouvé que je pouvais aider en tout cas, à faire en sorte que NCA Assurance Côte d'Ivoire franchisse un autre cap. Avec eux, avec les membres du conseil d'administration également, que je remercie pour la confiance. En 2 ans, on a fait de belles choses. Vraiment, on a fait de belles choses. Je suis fier de ce que NCA a acquis une confiance renforcée vis-à-vis des partenaires. L'année dernière, on a été la seule compagnie du top 5 à avoir fait une croissance de son chiffre d'affaires. Ouais. Alors que tous les autres ont quand même connu une décroissance de leur chiffre d'affaires. Ça témoigne de ce qu'après 1 an, nos actions communes avec le personnel, ça a commencé par porter ses fruits. La confiance des autres partenaires, les prestataires, vraiment, on a un regain d'activité aujourd'hui qui fait que je suis fier du travail qu'on a accompli ensemble. Mais en même temps, comme je dis, il reste tellement à faire que nos succès d'hier, c'était nos succès. Aujourd'hui, on regarde devant parce qu'on a d'autres challenges. Mon challenge aujourd'hui, c'est de devenir numéro 1 du marché. Et on te souhaite de réussir ce challenge. Merci. NCA Assurance a célébré donc ses 30 ans d'existence cette année. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet anniversaire et que réserve NCA Assurance aux populations pour la suite? Déjà, à célébrer 30 ans, tu es d'accord avec moi, dites que c'est une preuve de résilience. Bien sûr. Parce que pour moi qui suis dans les assurances 20 ans, j'ai vu des assureurs naître, évoluer, mourir, disparaître. J'ai vu d'autres exister et ne pas avoir l'éclat que NCA a. Donc, 30 ans de résilience, 30 ans de proximité avec les populations, 30 ans d'innovation, parce qu'on est quand même un groupe qui a beaucoup innové au cours de ces 30 dernières années. Et ce que nous réservons, c'est vraiment de belles années encore. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui se rajeunit chaque jour. On a un management, moi-même, je suis encore relativement jeune. J'ai des collaborateurs qui sont encore plus jeunes que moi. Donc, on prépare la prochaine génération qui va faire de très grandes choses. Continuer l'œuvre des bâtisseurs et amener NCA vers des nouveaux horizons. Et ça passe par devenir numéro 1 du marché. Le marché ivoirien est le premier marché de la zone ciment. Donc, si on est numéro 1 du marché, ça sera un élément important pour le groupe. Ça veut dire qu'on aurait pris le leadership du secteur d'assurance en Afrique. Et c'est ce que nous voulons, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de qualité donc de services que nous offrons aux populations, d'innovation. Voilà. Pour devenir numéro 1, ça demande énormément d'efforts et également de la stratégie. Exactement. Quels sont les principaux axes stratégiques aujourd'hui pour faire grandir NCA? Innovation, proximité, partenariat. Comment tu vois l'avenir? Écoute, tu as dit les mots essentiels. Hein. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est la proximité et c'est le mass market. Tu vois. Et tu comprendras ça dans mon développement de tout à l'heure. On a les entreprises, on a les institutions et autres, mais la pérennité du business, c'est les particuliers. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'aller vers les populations. C'est pour ça on a une démarche donc d'extension. Donc ce n'est pas anodin mon appel de tout à l'heure à la jeunesse. On a besoin de soldats. On a besoin donc de jeunes gens. On a besoin donc de personnes qui vont venir nous aider à sensibiliser, à vulgariser donc je veux dire nos produits d'assurance au niveau donc des populations. Donc proximité, rigueur dans le travail et puis qualité de service. Tu sais, on ne peut pas dire aux gens de venir souscrire sans être capable de respecter ses engagements. Aujourd'hui, NCA Assurance Côte d'Ivoire est fier de dire que nous sommes le leader en termes de respect des engagements sur le marché. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Et les chiffres parlent. Vous allez être surpris de savoir qu'au cours du premier semestre déjà 2025, on a déjà payé près de 6 milliards
de sinistres. Ok. 6 milliards 6 milliards de sinistres ont déjà été payés. ont déjà été payés. Ouais. Donc, pratiquement 3 milliards et demi dans la branche santé. Dans la branche santé. Wow. Et c'est de l'argent qu'on a injecté. C'est-à-dire qu'on a payé des pharmacies, on a payé des cliniques, on a payé des garages, on a payé des experts, on a payé des clients qui ont eu des accidents, on a remplacé leurs véhicules. 6 milliards. Wow. Déjà. Et ça, ce n'est pas de la publicité, c'est du réel. Et on a mis en place le centre NC Autocash, qui est notre bébé que nous avons actuellement. Et tu te souviens, tu nous as assisté au lancement. Oui. Quasiment après un an, on en est déjà à 250 millions de sinistres payés cash. Cash. Wow. Et on n'est pas allé quelque part. Tu viens, c'est comme on le disait, dès que tu viens, tu as un accident, tu viens là-bas. Avec ta voiture. Ta voiture, on regarde, on te dit, voici comment tu acceptes, on te donne ton argent et puis tu pars. 250 millions qu'on a déjà payé. Est-ce que tu vois? Ouais. On a ouvert un deuxième centre qui est aux 2 plateaux, donc on a 2 centres. Et prochainement, on est en train de travailler pour que dans tous nos points de vente, dans tout le pays, tu as un sinistre, tu vas dans un bureau, tu vas pouvoir rester là-bas et puis on fait ton expertise, on te donne ton argent là-bas. Directement. Wow. Donc, on est en train de faire quelque chose de vraiment ingénieux. On est en train de faire en sorte que l'assurance soit démocratisée. Voilà. Et que les populations le comprennent également. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que tu rêves de laisser comme héritage professionnel à la tête de NC Assurance? Tout ça, c'est la prévoyance, hein? On est dedans. C'est une question lourde de sens. J'ai envie que on retienne que j'ai été de passage. C'est tout. Que tu as été de passage. Que j'ai été de passage. Et pour moi, être de passage, c'est laisser une bonne empreinte à la tête d'entreprise. C'est laisser une société qui est devenue numéro 1 du marché. C'est laisser une entreprise prospère, rayonnante. C'est avoir contribué à faire en sorte que de jeunes cadres puissent monter et prendre la suite. Voilà ce que je veux laisser comme héritage. On va dire, ma dernière question, ça sera pour les courtiers. Nous, les populations qui ne comprenons pas forcément le secteur de l'assurance, on est souvent au contact de ces courtiers et on ne comprend pas parfois leur métier. C'est quoi un courtier et comment il fonctionne exactement? Ok, merci. Alors, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est des structures, que ça peut être des personnes physiques ou morales, qui collaborent avec les assureurs, mais qui jouent des rôles différents. D'accord. C'est vrai que tu as parlé du courtier, mais je vais en profiter pour te donner toute la chaîne. Le premier, on va dire, parlons du courtier. Le courtier, c'est, dans notre jargon, c'est un représentant de l'assuré. D'accord. Il représente l'assuré. Ah, il représente l'assuré. L'assuré, il représente les intérêts de l'assuré. Le courtier, c'est souvent un professionnel des assurances. Il connaît les assurances, il a souvent fait une école d'assurance ou bien il a appris. En tout cas, il a beaucoup de notions en assurance. Il vient vers l'assuré pour lui dire, écoute, moi, je vais défendre tes intérêts auprès donc des assureurs. Donc, donne-moi le mandat pour que je puisse te représenter auprès des assureurs. Okay. Donc, quand il va donner ce mandat, ça consistera en quoi? Première chose qu'il doit faire, c'est faire l'inventaire des besoins du client. Tu as une maison, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Tu as ceci, tu as cela, il couche ça sur un papier. Tu as une voiture, la voiture de quelle année? Donc, le courtier fait l'inventaire de tes besoins. Après ça, il doit aller maintenant soumettre ces besoins-là à des assureurs pour dire, j'ai mon client qui a tel besoin, tel besoin, tel besoin. Donnez-moi des propositions d'assurance pour permettre donc de le protéger. Okay. Donc, le courtier va interroger plusieurs assureurs. Il va avoir le retour des assureurs. Quand il va avoir le retour des assureurs, il va faire un classement pour dire, pour l'assurance de la voiture, tant l'assureur X a proposé 100 francs, l'assureur 2 a posé 80, l'assureur 3 a posé 40, et lui, il a le scoop donc de cette présentation-là, qu'il doit faire au client. Okay. Quand il finit de faire ça au client, lui, en tant que courtier, il doit donner son avis, puisqu'il est un professionnel. Il doit te dire, au vu de la connaissance que moi j'ai de cet assureur, connaissances liées à la qualité des prestations, à la rapidité de ceci, à la moi, je te recommande peut-être
cet assureur dont peut-être la prime n'est pas la moins chère parmi les assureurs que j'ai consultés, mais je te recommande peut-être celui qui est revenu en deuxième position, par exemple. C'est pas si tu vois. Mais ça peut te convenir. Lui, il te dit que lui, il te recommande ça. C'est ça. Puisque tu lui fais confiance. Exactement. C'est ce qu'il t'a recommandé là, c'est ça que tu dois accepter. Oui. Maintenant, tu as le choix. Toi, tu peux dire que malgré ce qu'il a dit là, toi, tu veux l'assureur qui est le moins cher. Tu décides, il n'a qu'à aller placer ça là-bas. C'est ton choix. En ce moment-là, tu as fait ton choix. Demain, quand il y aura quelque chose, le courtier pourra te rappeler de façon civile, je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Mais ça ne les désengage pas de te soutenir quand même quand il y aura un problème. OK. Mais il va te dire, je t'avais dit. Oui. Donc, voilà le rôle du courtier. Donc, inventaire, il va aller faire le point des propositions, il va analyser, il va venir te faire la synthèse pour dire, voici ce que je te recommande de faire. Ça, c'est le rôle du courtier. Mais je veux dire, pour beaucoup de courtiers, on a l'impression qu'on n'a pas ce que tu viens d'expliquer, en fait, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on souscrit, il nous propose de souscrire à une assurance, on signe le document, on paye ce qu'on a à payer, et puis, bon, on espère que le sinistre ne va pas arriver, mais quand ça arrive, voilà, il fait le paiement. Comme on n'a pas l'inventaire des propositions, des choix, par exemple. Ça. Non, c'est important. Oui. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de difficultés avec les assurés qui ne comprennent pas que c'est au moment de régler le sinistre qu'on dit non, ça c'est pas ceci, c'est pas ceci. Oui. Il y a certainement une étape qui saute. Oui. Comme tu as l'information maintenant. J'ai l'information et vous avez l'information également. Il faut que tu renseignes, c'est le droit. Oui. C'est le droit donc du client de savoir où est-ce qu'on est en train de placer son contrat d'assurance. Et ça lui permet lui aussi d'être associé à la démarche. Exactement. Voilà. Et comment on sait qu'on a affaire à un bon courtier? Quels sont les critères à prendre en compte? Alors, en Côte d'Ivoire, le seul critère qu'on a, c'est que chaque année, il y a une structure que nous appelons la direction des assurances, qui est logée au ministère des Finances, qui publie une liste annuelle. Qui publie une liste annuelle, un peu comme pour les médecins, en tout cas, tout ce qui est réglementé, il publie une liste annuelle. S'il y a un courtier qui est sur cette liste-là, c'est que c'est un bon courtier. Parce que pour publier cette liste, la direction prend soin de vérifier un certain nombre d'éléments qu'on leur exige. Et c'est chaque année, les courtiers doivent répondre à cette exigence avant de figurer sur la liste. Donc, si une année on t'a sorti de la liste, ça veut dire que tu n'es plus éligible, tu ne peux même plus aller voir un client pour lui dire que tu vas le représenter quelque part. Voilà. Ça, on n'avait pas cette information, c'est important. Voilà. Donc, il y a une liste qui est publiée. Qui est publiée dans Frat Match chaque année. Dans Frat Match chaque année. Voilà. Et on a la période de l'année, c'est le premier trimestre. On peut, ça dépend, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive au plus tard fin mars, fin avril. Si tu veux, tu peux prendre la version déjà de cette année, tu vois. Exactement. De cette année, ça a été déjà publié. Très bien. Donc, si vous voulez vous assurer que le courtier auquel vous avez affaire est, on va dire, autorisé, vérifier cette liste qui est publiée chaque année par le ministère des Finances, donc à travers sa direction des assurances. Exactement. Donc après le courtier, il y a les agents généraux qui, eux, sont les mandataires de la société d'assurance. Ah, ils viennent directement de la société d'assurance. Et eux, c'est nous qui les autorisons à s'installer. D'accord. Alors que le courtier, lui, va être agréé par la direction des assurances dont j'ai parlé tout à l'heure. L'agent général, lui, représente l'assuré. D'accord. Nous, on va lui donner un mandat pour dire, bon, écoute, nous, on n'a pas de point de vente à Soubré ou bien à Korogo. On veut ouvrir là-bas, mais nous, on n'a pas envie d'aller là-bas en tant que NCA. Mais toi, tu as une certaine compétence, tu as du dynamisme. On te donne le mandat pour que tu nous représentes là-bas. Lui, il va vendre que les produits de NCA. Alors que le courtier, comme j'ai expliqué tout à l'heure, lui, il peut vendre les produits de n'importe quelle compagnie. L'agent général, lui, il ne va vendre que les produits donc de NCA, en tout cas de l'assureur. Et celui-là aussi, c'est une deuxième catégorie donc d'intermédiaires. Et c'est ce que je propose aux jeunes. Viennent, on va les accompagner, on regarde la zone, on les accompagne avec un bon montage, ils vont s'installer et puis gagner de l'argent. Au passage, sensibiliser les populations. Exactement. Voilà. Vous avez une bonne opportunité. Là, l'appel, il est encore lancé aux jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs tout court, qui aimeraient se lancer dans le secteur de l'assurance, toucher les populations, les former, mais aussi gagner de l'argent. Vous avez cette opportunité-là avec NCA. Et ça, je le dis, ça peut être un élément de réorientation professionnelle. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup d'études, et ils sont à la maison, ils sont un peu perdus. Ils sont perdus. Nous, on peut les mettre dans un programme, on les forme, on les suit,
pour autant qu'ils sont dynamiques. Et ce que je dis là, c'est tellement important que en 2 ans, ici, on a recruté près de 500 jeunes comme ça. Aujourd'hui, qui gagnent bien leur vie. Quand je dis bien leur vie, ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui sont rentrés au bas de l'échelle, mais qui sont devenus des responsables au niveau donc du réseau commercial, qui gagnent bien leur vie. Quand ils disent bien leur vie, ils sont des tontons chics un peu aussi. Ils sont des tontons chics en tout cas. Voilà. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et pour tous ces jeunes donc qui veulent se lancer dans le domaine de l'assurance, quel numéro ils doivent contacter? Je suis certain qu'ils sont dans les commentaires à demander le numéro. Quel numéro ils doivent contacter? Écoute, pour tout ce qui est NCA, c'est de nous appeler au 98 125. Ça, c'est notre numéro court. OK, 98 125. Ou bien écrire sur notre WhatsApp business le 07 00 24 25 26. 07 00 24 25 26. Très bien. On va les recevoir, on va les orienter. Appelez ces numéros, contactez ces numéros, profitez de l'opportunité. Est-ce que tu as un mot pour la fin? On va dire, après toutes ces explications, j'ai énormément appris. Merci. Je pense que mes abonnés également et toutes ces personnes qui regardent cet entretien ont énormément appris. On a parlé de l'assurance, des défis de ce secteur, de l'importance de s'assurer et surtout de renforcer cette chaîne de solidarité parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Quel est ton mot pour la fin? Et surtout, pour les 30 ans d'existence de NCA. Merci Edith. Je voudrais te remercier. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. La première chose que je vais dire, c'est d'abord remercier nos assurés. Ceux qui étaient là depuis 30 ans, ceux qui sont venus après, vraiment pour la confiance. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que je voudrais demander aux populations ivoiriennes de choisir NCA pour leur contrat d'assurance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils n'ont qu'à nous choisir. J'ai parlé tout à l'heure de nouveaux pactes. On a envie de re-signer avec eux ce nouveau pacte. Et on a un assureur national. Le vrai champion national, c'est NCA. J'aime dire qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'assurance, c'est NCA. Donc, j'invite les populations à venir. On a beaucoup d'innovations pour eux. On a la qualité des services. Et puis, j'aime dire quelque chose qui va vous faire rigoler. On est là. On va pas aller quelque part. Vous êtes le champion national. On est le champion national. Vous êtes une entreprise nationale. Notre président est là. Nous sommes tous à Abidjan ici. On va pas aller quelque part. Donc, venez massivement souscrire à toutes vos solutions d'assurance. On a ce qu'il faut pour vous donner la meilleure satisfaction possible dans tout ce que vous aurez à faire. Et voilà. Que ce soit au siège, dans nos agences, un peu partout. Quand vous voyez NCA Assurance, rentrez là-bas seulement et souscrivez vos produits d'assurance. Vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi, Magloire Dochamou, directeur général donc de NCA Assurance. Et merci énormément pour ce partage, pour cet apprentissage, on va dire pour cette masterclass sur le secteur de l'assurance. Je pense et j'espère, je suis certaine que toutes ces personnes donc qui ont regardé cet entretien ont énormément appris. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Dynamic Cash. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao. Merci.